Eh bien, on parle du détroit d'Ormuz, on parle de tensions plus ou moins économiques. Toujours, le monde ne connaît pas comment les choses vont se poursuivre justement dans les prochains jours, les prochaines semaines. Beaucoup de négociations, beaucoup de concertations au niveau international pour contenir l'escalade et essayer de trouver une certaine issue, une sortie pour cette tension autour du détroit d'Ormuz, que ce soit du côté iranien ou américain. Les deux côtés insistent, chacun campe sur ses positions et voilà, du coup, il y a justement cette concertation internationale pour, encore une fois, essayer de trouver une sortie. Pour parler de ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin Dr Imam Khalil. Bonjour Dr Imam Khalil. Vous êtes professeur d'économie à l'Institut national de planification. Ravi de vous avoir parmi nous ce matin pour parler économie. Encore une fois, un cessez-le-feu s'est installé, voilà, et un délai qui va expirer très bientôt. Justement, on ne connaît pas le paysage politique, comment les choses où les choses vont aller. C'est-à-dire, il y a eu des négociations à Islamabad entre les deux partis, américains et iraniens. Du coup, il n'y avait pas d'accord. Et là, on parle justement d'une expiration imminente, justement, de ce cessez-le-feu. L'impact sur le détroit d'Ormuz se poursuit quand même. Exact. En fait, l'impact est très... on le voit clairement car ce passage de tout le produit pétrolier qui sort du pays du Golfe et de l'Iran vers le monde extérieur, il présente 30% de passage maritime de pétrole vers le monde entier. Donc c'est un pourcentage assez important. C'est pour ça cette crise et la fermeture de droit de Hormuz affecte bien sûr le prix de baril de pétrole. Et à cause de ça, il y a une augmentation entre 20 et jusqu'à maintenant 20-30% de prix de base. Et aussi, il y a bien sûr manque de produits pétroliers, surtout dans le continent européen et dans certains pays africains. C'est pourquoi la prolongation de cette crise peut bien sûr faire des conséquences assez graves sur l'économie mondiale. Mais ce qui, entre guillemets, peut être positif, on n'est pas encore arrivé à la même crise de l'année 73, de l'embargo du pétrole vers le pays européen et américain, car cette crise a augmenté le prix du baril à 150 dollars pour le baril, et aussi elle a affecté la croissance mondiale de 3%. C'est pour ça qu'on attend, et dès qu'il y a une solution pour réouverture de droit d'Hormuz, on peut espérer et on peut dire qu'on peut éviter les conséquences graves sur l'économie mondiale. Très bien, une perturbation qui persiste. Oui. Il faut le dire. Quels sont les scénarios devant nous? C'est-à-dire, si la situation reste telle qu'elle, si la guerre se poursuit, quel est le scénario possible? Après cela, on peut parler justement. Il y a trois scénarios, on peut dire, si le conflit ou la crise s'arrête rapidement, donc on est devant une hypothèse de short terme, comme on dit. Donc l'effet économique sur le pays, surtout importateur de pétrole, peut être ajusté par certains pays dans une période de 3 à 6 mois. Mais si le problème continue plus de 6 mois, nous sommes devant une menace d'avoir une inflation très haute, entre 2-3% en termes mondiaux. Et dans certains pays, ça arrive à 7 ou 8% en plus. Ce qui, bien sûr, va ralentir la croissance économique, la croissance mondiale de 2 à 3%. Très bien. Après les 40 premiers jours de guerre, on a parlé
de qui est la partie qui sera la plus ou moins touchée. Au départ, on a parlé de l'Asie, après on a parlé de l'Europe, justement parce que l'Asie était plus ou moins, il s'est avéré que l'Asie est plus ou moins stable et capable justement de résister, de faire résistance à un tel choc. Ce n'était pas le cas avec l'Europe. L'Afrique, on n'en parle pas trop aujourd'hui, avec une poursuite plus ou moins possible justement de cette escalade. Qui sont les plus affectés, qui seront les plus affectés? Tout d'abord, les pays importateurs de produits pétroliers qui dépendent de l'importation de tous les produits pétroliers. Par exemple, si on prend l'exemple de notre pays, l'Égypte, par exemple, cette crise a augmenté la facture d'importation de 4 à 5 milliards pour le stock par an par rapport à l'augmentation du prix du pétrole et par rapport au changement de fourniture de pétrole aussi. Maintenant, on a changé au lieu d'importer de certains pays de Golfe, on importe maintenant, par exemple, de notre voisin, la Libye, et ce qui régler un peu le problème, mais quand même la facture d'importation va être augmentée. Il y a une hausse de prix, malheureusement, à cause de cette crise. Il y a aussi, malheureusement, une estimation d'augmenter d'inflation fin d'année de certains points 2 à 3%. Quand on parle et ça, c'est l'Égypte. Et si on parle sur le pays africain, il y a des pays encore affectés encore plus que l'Égypte, parce que aussi l'Égypte, on a augmenté notre capacité de produit d'énergie renouvelable. On a fait des mesures aussi importantes pour diminuer la consommation d'électricité et de certaines usines d'énergie. Mais il y a certains pays africains qui sont très affectés. Et si on parle sur l'Europe, le problème est encore plus grave que l'Égypte, car c'est des pays qui dépendent complètement de l'importation surtout de gaz naturel du côté du Qatar. Et ça, bien sûr, ça va affecter le prix et ça va augmenter l'inflation. Très bien, permettez-moi d'ouvrir des parenthèses puisque vous avez évoqué justement l'Égypte. C'est l'occasion justement de parler de l'Égypte. Vous avez justement précisé que l'Égypte a pu jusqu'à présent plus ou moins contenir la situation, c'est-à-dire l'impact n'était pas si important, si grave, avec des mesures assez radicales qui ont été justement prises par le gouvernement. Aujourd'hui, à moyen terme, je ne vais pas dire à long terme, jusqu'à quand l'Égypte est capable de résister? À moyen terme, les conséquences vont aggraver, c'est-à-dire malheureusement, on parle sur un tiers de production d'énergie qui est en perturbation. Voilà, donc et qui pourrait être remplacé par quoi exactement? C'est-à-dire nous avons devant vraiment des graves problèmes qu'on doit trouver des solutions pour encore augmenter notre production d'énergie renouvelable par toutes les stations d'énergie solaire ou bien moi j'attends aussi par exemple peut-être ça va accélérer l'ouverture de notre nucléaire au nord d'Égypte, Dabaa. Ça va participer bien sûr. Il y a le réseau de panneaux solaires au sud de l'Égypte qui est le plus grand au Moyen-Orient. Est-ce qu'il est déjà entré en fonction? Est-ce qu'il est oui, bien sûr. Et il y a deux autres projets dans 2-3 ans. On va avoir le lumière. Il y a les éoliens, voilà, tout au long de la mer Rouge. Oui, ça c'est très important. Mais surtout le projet de Dabaa, les stations nucléaires au nord d'Égypte, ça va faire d'équilibre de consommation d'énergie pour l'Égypte et bien sûr va peut-être, j'espère, selon l'estimation, va diminuer notre importation de produits pétroliers car on parle sur 5 gigas, c'est-à-dire 2 fois la capacité de barrage d'Assouan en production. Donc ce projet bien sûr est très important, on l'attend très rapidement pour lutter contre cette crise. Et aussi, je crois maintenant il y a un projet qui est si important,
ça vient de commencer, mais tous les établissements gouvernementaux, par exemple en Égypte, doivent être équipés de panneaux solaires en haut de bâtiments pour avoir une consommation indépendante de l'État. Ça va aussi Et diminuer pour notre ceux, facture. comment y arriver? Comment? Pour ceux, comment y arriver? C'est-à-dire si c'est plus ou moins important, si vous voulez dire, Oui. justement, si ça peut aider que les foyers, les lotissements puissent justement se doter de panneaux solaires Oui. pour avoir une certaine autosuffisance. Oui. On en parle trop aussi ces jours-ci, parce que ça aussi pourrait représenter une certaine partie de l'énergie offerte aussi à l'État. Comment on peut y arriver? C'est-à-dire, est-ce que ça va via des règlements? C'est-à-dire, c'est la tâche du gouvernement d'ouvrir la porte, ou c'est le contraire, c'est plutôt les gens doivent être motivés? Non, c'est une initiative qui est par exemple la Banque centrale et certaines banques qui facilitent les crédits avec des taux d'intérêt très très bas pour encourager les gens individuellement. Parce que même ça a un coût assez important. Bien sûr, et pour les établissements gouvernementaux, ils peuvent bien sûr trouver les moyens, entre guillemets, d'avoir des crédits facilement pour commencer ce type de projet, qui est important pour l'Égypte parce qu'il y a certains pays, moi je vois, qui commencé à faire ce projet et maintenant elle a fait beaucoup de succès, comme par exemple la Turquie. Quand on voyage dans les villages de la Turquie et tout ça, on voit tout ce projet sur les maisons dans les villages et tout ça. Et c'est assez important pour aider l'État et diminuer les factures d'importation. Très bien, c'est peut-être le moment de faire davantage, justement, surtout, parce que ça existe déjà. Le soleil, voilà. il est là tout le temps, heureusement. Vrai. Donc, c'est important, vraiment. C'est pas un bien-être, c'est une obligation. Voilà. Aujourd'hui, c'est une obligation. Retour à Détroit d'Ormuz. Si Donald Trump poursuit les menaces, justement, et il parle de blocus militaire au Détroit d'Ormuz, qu'il a déjà plus ou moins mis en exécution, c'est l'Iran de l'autre côté qui menace aussi d'escalader, qui menace justement d'élargir la confrontation militaire. La guerre n'a pas commencé comme ça, c'est-à-dire le détroit d'Ormuz n'était pas plus ou moins dans le jeu. C'est une carte de pression voilà, que l'Iran a pu justement utiliser. Aujourd'hui, quand on parle de négociations, quand on parle du Moyen-Orient, quand on parle de l'escalade militaire, à quel point le détroit d'Ormuz joue aujourd'hui un rôle, et justement à quel point il va avec ou parallèlement aux négociations entre Iraniens la tendance et mondiale va vers réouverture de Détroit d'Ormuz. Et il y a beaucoup de pression, surtout des pays occidentaux. Et la plupart des pays ne sont pas d'accord pour une fois avec les États-Unis, avec la politique de fermeture de Détroit. Et l'Iran ne trouve pas d'autres moyens pour faire face aux États-Unis que contrôler le droit d'Ormuz. Donc nous sommes devant beaucoup d'avis différents, mais malgré tout ça, je suis sûr qu'on aura une ouverture de droit bientôt, parce que les mondes ne supportent pas la fermeture de ce passage pendant assez longtemps. Beaucoup de pays refusent cette mesure. Voilà. Très bien. Par la force ou par les négociations? Par la négociation. La force, c'est maintenant, je crois, la grande erreur de part des États-Unis, qui a la crise avec la force, elle peut régler tous les problèmes. Mais on voit sur la réalité, la force n'est pas capable de régler tout ça. Surtout, ils sont devant un pays qui a d'histoire, qui a fait la guerre pendant des siècles aussi avant. Donc, je crois qu'il n'y a pas de chemin pour régler cette crise, qui est la négociation entre les pays concernés.
très bien, voie de navigation maritime cruciale pour le monde. Ce sont je ne me souviens pas exactement du nombre, mais un nombre assez important de pays qui veulent justement se réunir parallèlement aux négociations qui se déroulent ou pas, justement entre Iraniens et Américains, justement des pays comme Oudon, la France et le Royaume-Uni, pour essayer aussi de leur part, essayer de trouver une certaine sortie, c'est-à-dire apparemment c'est une autre voie, si vous voulez bien, que les Européens, pas les Européens, parce que si je ne me trompe pas, il pourrait y avoir la Chine ou la Russie avec, donc on parle de négociations parallèles ou de concertation en parallèle à la voie déjà diplomatique qui jusqu'à présent n'a pas donné de fruits entre les Iraniens et les Américains. Moi, je crois que tout ce qui est autour loin de les États-Unis et l'Iran, les autres pays européens, ils sont intéressés de trouver une solution rapide parce qu'ils sont plus affectés par cette crise que les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays qui est producteur de pétrole. Elle a une réserve entre 3 à 5 milliards de barils. Donc, l'effet économique, on ne le voit pas beaucoup aux États-Unis, on le voit plus dans les pays européens qui essayent de trouver en parallèle une moyenne rapide d'ouverture de ce passage. Et qui utilisent même des voies de navigation qui ne sont pas justement ceux de la Méditerranée par exemple, détroit d'Ormuz, c'est-à-dire dernièrement pour faire avancer leurs bâtiments de guerre ou porte-avions, quoi que ce soit, ils ont utilisé une voie qui va faire ou qui devait justement faire le tour. Exactement. Et cette crise-là va offrir à notre les aïeux vers le droit de Bab el-Mandab aussi, qui est assez important pour le protéger de tous les tentations, certaines tentations aussi pour la fermeture ou le contrôler aussi. Et donc c'est le deux passages qui est très important pour tout le monde extérieur. Toutes les voies maritimes naturelles. Naturelles. On parle justement, on le répète, de tensions dans le Golfe et qui se concentrent, on le répète, autour du détroit d'Ormuz, le blocage de négociations internationales et les récentes tensions entre les États-Unis et l'Iran font craindre, on l'a déjà précisé, une perturbation ou des perturbations encore du trafic maritime avec un impact potentiel sur les prix du pétrole et les marchés mondiaux. L'Iran menace de riposter à toute action hostile, tandis que les États-Unis renforcent leur dispositif militaire. C'est Shahinez Ismail qui vous propose plus de détails. Dans un contexte de blocage des négociations internationales, les inquiétudes se concentrent sur le détroit d'Ormuz, par lequel transite près d'un tiers du pétrole mondial, transporté par mer, faisant de ce corridor un point névralgique de l'économie mondiale. Ces derniers jours, la montée des tensions régionales alimente les craintes des perturbations du trafic maritime, même limité, susceptibles d'entraîner une hausse rapide des prix du pétrole et une volatilité accrue des marchés. La situation s'est davantage tendue après la réaction des gardiens de la révolution iranienne à l'annonce de Donald Trump sur un éventuel blocus maritime. Téhéran a averti qu'il répondrait directement à toute menace contre ses ports, évoquant un élargissement possible du conflit. En parallèle, le commandement central des États-Unis a confirmé la mise en œuvre du dispositif, marquant une évolution vers une posture militaire plus directe. Sur la scène internationale, des divergences apparaissent. Keir Starmer a exclu toute participation militaire, tandis que Chine et Russie appellent à préserver la liberté de navigation et à éviter toute escalade. Sur le plan économique, les premières répercussions se font déjà sentir. Hausse des coûts d'assurance maritime, inquiétude sur les chaînes d'approvisionnement et pression accrue sur les économies importatrices d'énergie, notamment en Europe et en Asie. Malgré ces tensions, des efforts diplomatiques se poursuivent pour contenir la crise.
Le détroit d'Ormuz reste ainsi au cœur d'un équilibre fragile entre escalade militaire et solutions politiques, avec des enjeux qui dépassent largement la région pour toucher l'économie mondiale dans son ensemble. Docteur Imam Khalil, quand on parle de l'impact justement de la situation actuelle, voilà, sur l'économie mondiale, que veut-on dire par l'économie mondiale? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a certains acteurs, certains pays, certaines économies qui représentent la partie la plus importante de l'économie mondiale et qui, eux, donc, seront affectés et par la suite affecteront l'économie mondiale, ou c'est plus ou moins à partager au égal parmi En fait, les cette différents pays crise du a monde? été une moyenne pour montrer, pour moi, le changement de futur dans la structure de d'économie mondiale, c'est-à-dire on voit bien avant l'importance des États-Unis comme un pays dans un monde une seule pays qui conduit les États-Unis en termes économiques et militaires. Après cette crise, je crois, c'est le moment de apparition de nouveaux pays comme la Chine qui va, avec la Russie, conduire le monde en face des États-Unis. Donc on va avoir un monde multipolaire maintenant, si on peut dire comme un terme, c'est-à-dire ces deux pays qui ont gagné énormément à cause de cette crise, soit en termes économiques, parce qu'ils profitent. Comment? Pourquoi exactement la Chine et la Russie ont pu justement C'est-à-dire tirer profit? la Russie, c'est un pays exportateur de pétrole et de gaz naturel. Et avec cette crise, elles vendent leurs produits avec des prix beaucoup plus chers qu'avant. Donc il y a des gains économiques. En plus, toutes les quantités d'armes exportées par la Russie et la Chine vers l'Iran, aussi c'est une... Mais avec le oui. blocus militaire plus ou moins imposé par les États-Unis sur tous les navires, justement.
Oui. Qui rentrent au détroit d'Ormuz et qui devraient justement parvenir à l'Iran. Serait-il possible encore pour ces deux pays de faire parvenir ou justement d'acheminer leurs Je crois qu'ils ont de moyens, je ne sais pas comment, mais ça arrive qu'ils font les échanges avec l'Iran et des autres pays. Donc c'est les deux pays qui ont, on peut dire, grands gagnants de cette crise. Il y a des autres pays affectés, surtout les pays européens. Numéro un, c'est la France, qui souffre énormément à cause de cette crise d'énergie. C'est avec les chiffres, la France arrive en première place, plus ou moins. Oui, c'est-à-dire il y a une inflation assez remarquable maintenant, augmentation d'inflation par rapport au prix de produits pétroliers. Et l'économie aussi française, l'économie française qui est devenue fragile depuis quelques années. Cette crise a ajouté encore plus de problèmes pour les citoyens normaux là-bas. Donc, ce nouveau monde qui va apparaître avec la Russie, la Chine et ensuite les États-Unis. Et il y a les Européens maintenant pour la première fois qui essayent de coopérer avec le côté de l'Est, avec la Chine, avec la Russie de nouveau. Et il y a vraiment un nouveau changement dans la structure mondiale. Il y a aussi, pour moi, l'Égypte va jouer un rôle important après cette crise, car si vous voyez par exemple l'exportation de certains produits pétroliers peut passer de l'Arabie Saoudite vers l'Égypte par les tuyaux et exactement. Et maintenant, on a des contrats avec les Chypre, par exemple, pour exporter tous les gaz naturels qui sortent de Chypre vers l'Europe. Donc, je crois, après cette crise, avec l'activité, reprendre l'activité de nouveau par le passage du canal du Suez, l'Égypte va profiter de nouvelles situations. Très bien. On en parle moins de la Russie et de l'Ukraine aujourd'hui. Voilà, c'est le Moyen-Orient qui prend le dessus. Est-ce qu'une nouvelle porte pour des échanges entre Européens et Russes et la Russie? Je crois, il y a un point de stabilité dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc maintenant, la Russie a réussi entre guillemets de réaliser ses objectifs de cette guerre. Les Européens, ils sont moins exigeants maintenant, ils acceptent la situation comme elle est. Donc voilà, il y a de nouveau de coopération économique plus forte après cette crise entre le côté russien de la Russie et le côté européen. C'est parfait. Docteur Inam Khalil, vous êtes professeur d'économie à l'Institut national de planification. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin, justement, pour parler du Moyen-Orient, de l'impact justement de cette tension sur l'économie mondiale. Merci beaucoup à vous, Madame.